Après ce qu'on a pu voir du côté de Suzuka, on est en droit de se demander si la FIA se foutrait pas un peu de nous. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, le Grand Prix du Japon a fait son retour en Formule 1 après 3 ans d'absence pour cause de Covid. Et je vous propose de prendre 5 minutes pour vous en parler. Une écurie sera 100% française l'année prochaine et c'est Alpine, la seule écurie française du plateau qui a signé Pierre Gasly aux côtés d'Esteban Ocon pour 2023 et pour plusieurs années. Le gagnant dans cette affaire, c'est Gasly, mais c'est pas le seul puisque un pilote prend le baquet de Gasly chez AlphaTauri. Il s'agit du néerlandais Nyck de Vries qui a performé lors du Grand Prix d'Italie. Comme quoi, une occasion dans la vie, faut savoir la saisir. Les 2 séances d'essais libres du vendredi se passent sous la pluie et nous donnent des résultats un peu étranges, on va dire. Fernando Alonso domine les essais libres 1 devant les 2 Ferrari quand les 2 Mercedes prennent les 2 premières places en haut de la feuille des temps en essais libres 2. Malheureusement pour les Mercedes, leurs espoirs s'envolent un petit peu vu qu'en qualif, c'est le seul moment où il va pas pleuvoir du week-end. Je me suis même demandé si on était au Japon ou en Bretagne, vu la quantité de pluie qu'il est tombé pendant le week-end. On a eu également très chaud pendant ces qualifs, puisque en sortant à pleine vitesse du 130R, Norris a évité de justesse Max Verstappen, qui s'est décalé sur la trajectoire, on ne sait pas pourquoi, au dernier moment. Ça aurait pu mériter une pénalité, ça n'a pas été le cas, il n'y a pas eu de pénalité pour Max Verstappen, qui lui a permis d'aller décrocher la pole position, pour seulement 10 millièmes d'écart avec Leclerc. Est-ce que Max Verstappen ne serait pas en route vers le titre ? Eh bien, c'est la course du dimanche qui va nous l'apprendre. Pour la 2e fois d'affilée cette saison, le Grand Prix va partir sous la pluie. Cette fois, on n'a pas attendu, on a fait le départ à l'heure prévue, 7h, un dimanche. Pour ce départ, on a pu voir une superbe impulsion de Leclerc qui va manger Verstappen, mais Verstappen prend parfaitement la trajectoire du premier virage et surtout freine extrêmement tard pour conserver sa P1 à la fin du premier virage. Derrière, Perez ne fait qu'une bouchée de Sainz et passe 3e. Et de toute façon, s'il l'avait pas passé, il serait pas resté très longtemps derrière, vu que Sainz, après 1 secteur et demi, se rate, se crache assez fort dans les barrières d'ailleurs. Et là, on arrive sur un point inadmissible qui s'est passé pendant ce Grand Prix. La FIA n'a pas trouvé autre chose que de mettre une grue et un camion pour extraire la voiture de Sainz. Alors, on est au Japon, sous la pluie, dans des conditions assez folles. On fait sortir une grue. C'est marrant, moi, ça me rappelle un triste événement qui s'est passé en 2014 avec la mort d'un pilote français, Jules Bianchi. De plus, Pierre Gasly s'est fait une grosse frayeur parce qu'il était vraiment tout seul sur la piste. Il a voulu rattraper la voiture de sécurité et il a vu au dernier moment la grue. Donc, vraiment, c'est apparu dans son champ de vision d'un coup. Et s'il avait perdu la voiture au même endroit que Sainz, il finissait dans la grue ou dans le camion. Et donc là, c'était la vie du pilote qui était en jeu. Bon, après cette interlude, drapeau rouge, et là, on attend 2h15. Comme l'événement Grand Prix ne peut pas durer plus de 3 heures, qu'une course ne peut pas durer plus de 2 heures, et qu'on a attendu 2h15, eh bien, il ne restait plus que 45 minutes lors de la reprise de la course. À la reprise, Vettel et Latifi décident de faire un pari stratégique, de changer leurs pneus pluie obligatoire en pneus intermédiaires. C'est un pari qui est réussi puisqu'ils vont gagner beaucoup de temps sur les autres et surtout remonter beaucoup de place. Du coup, tout le monde commence à les suivre, ils rentrent au stand pour mettre des pneus intermédiaires et on se retrouve tout simplement avec un classement assez improbable. P1 Alonso, P2 Ricciardo, P3 Schumi Junior, oui. Et même mieux, quand Alonso et Ricciardo s'arrêtent, Schumacher récupère la tête du Grand Prix. Bon, ça va durer moins de 4 secondes puisque Verstappen le double directement. On va trouver pendant ces 45 minutes une bataille Ocon-Hamilton et c'était vraiment un très très beau combat respectueux entre les 2 pilotes. C'est alors que Guan Yu Zhou décide de passer au stand pour changer ses pneus intermédiaires qui étaient usés et ça va être un bon choix. Mais du coup, il y a une partie des pilotes qui vont voir que les temps sont bons, donc ils vont également rentrer. C'est le cas de Fernando Alonso alors qu'il était P7. Il va changer ses pneus et il va remonter très très fort en fin de course. Je trouve personnellement que la stratégie d'Alpine n'était pas mauvaise. Ils ont été proactifs. Beaucoup de pilotes sont amenés à s'arrêter au stand puisqu'ils bouffent littéralement leurs pneus. Celui qui consomme le plus sa gomme sûrement, c'est Charles Leclerc. Il a perdu le rythme au bout de 3 tours. Ça a permis à Perez de revenir sur lui et surtout à Verstappen de s'échapper. Sur les derniers tours du Grand Prix, on a donc eu une lutte entre Perez
et Leclerc pour la deuxième place. Leclerc et Perez se battent jusqu'au bout. Leclerc rate son freinage et coupe la chicane. Quand il revient sur la piste, il pousse un peu Perez en dehors de la piste pour garder sa deuxième place. Et là, le drapeau à damier est agité pour les deux pilotes. Fin de la course pour les deux. Leclerc sera pénalisé de 5 secondes pour avoir gagné un avantage en coupant la chicane et en ayant poussé Perez un peu en dehors de la piste. Et là, du coup, on a eu un gros bordel. Verstappen remporte donc ce Grand Prix du Japon. Il gagne devant Perez et Leclerc. En quatrième place, on trouve Ocon devant Hamilton. Ils se sont pas lâchés. Sixième, on trouve Vettel juste devant Alonso pour 11 millièmes de seconde. Ils ont fini sur la ligne tous les deux. Huitième, on trouve George Russell. Ouvrez bien vos oreilles, le 9e, il est exceptionnel. C'est Nicolas Latifi qui marque du coup 2 points pour Williams. Il n'est plus dernier du championnat. Enfin, il a marqué des points. Et le point de la 10e place est pour Lando Norris. Une fin de course catastrophique. Il y a des choses qui se sont passées qui ne sont pas normales. Vu le temps passé avec le drapeau rouge, on n'avait plus que 45 minutes de course. C'est un chrono, du coup, c'est plus des tours. Et lorsque vous avez un chrono et que le chrono indique 0 minutes et 0 secondes, eh bien vous finissez le tour dans lequel vous êtes et il vous reste encore un tour derrière à effectuer. Mais le drapeau à damier a été agité un tour trop tôt, donc il manque un tour à la course. Si c'est ça, on prend le classement du tour précédent. Donc Leclerc ne devrait pas avoir de sa pénalité et donc il devrait finir deuxième. Et ça va avoir une incidence très importante. Déjà, vous avez des barèmes de points, suivant la quantité de tours que vous effectuez sur la course. Entre 0 et 50%, vous marquez tant de points. Entre 50 et 75% de la course effectuée, vous marquez tant de points. Et entre 75 et plus de 75%, vous marquez la totalité des points prévus au barème de points. Ce que tout le monde ignorait, y compris les journalistes, c'est que le règlement dit vous appliquez ce barème quand la course ne peut pas être reprise pour cause d'intempérie, d'accident, quoi que ce soit. Sauf qu'il y a quelque chose du coup qui est implicite, c'est que si la course est en pause une certaine durée de temps, mais que vous finissez sous drapeau à damier, et vous avez tous les points. Et ça, c'est une règle que personne, vraiment même les journalistes, n'étaient pas forcément au courant, on va dire, ou en tout cas ne l'avaient pas forcément compris comme ça, comme les spectateurs, comme les écuries. Si même les écuries sont pas au courant de cette règle, c'est pour vous dire, là où tout le monde pensait que Verstappen allait marquer seulement 13 points pour sa victoire, il en marque 25. Et il en marque 25, sachant que Leclerc finit troisième, puisqu'on n'a pas pris le classement du tour précédent et que Perez finit deuxième, Verstappen est déclaré champion du monde. Ça a un peu choqué tout le monde, y compris Verstappen, puisque quand on lui apprend ça, c'est entre deux interviews, l'interview de Perez et de Leclerc, on lui dit « Attendez Verstappen, revenez, vous êtes champion du monde ». Non, c'était sûrement la meilleure façon de l'apprendre. Donc même lui n'était pas sûr d'être champion du monde alors qu'on lui a dit qu'il était champion du monde. Bon, pour conclure, Verstappen malheureusement remporte encore un deuxième titre qui est contesté pas par sa domination puisque son titre est 100% mérité, mais encore une fois c'est une entité extérieure qui ne doit pas influencer la course et le championnat, qui influence le championnat parce qu'il n'applique pas les règles à la lettre. Autant le barème de points c'est de la faute de tous ceux qui n'étaient pas au courant, c'est pas de la faute de la FIA, autant le drapeau à damier a été agité un tour trop tôt, donc tu prends le classement du tour précédent. Ça n'a pas été le cas. Max Verstappen est champion du monde au Japon, tant mieux pour Honda, c'est une belle symbolique. De toute façon, comme je vous le disais, on cherche pas à savoir si Verstappen allait gagner le titre, mais plutôt quand. C'est dommage que ce soit encore sous des influences de personnes extérieures. Ça gâche encore son deuxième titre, et surtout, il l'apprend, comme je vous dis, entre deux interviews. Même lui, t'avais l'impression qu'il n'y avait pas forcément la saveur. On lui a pas appris à l'arrivée, tu es champion, ou quoi que ce soit, c'est, vous êtes champion. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information. En tout cas, voilà, bravo à lui. La saison est donc terminée pour ce qui est du championnat pilote. Là maintenant, voilà, ils vont rouler un peu, déjà pour défendre la place de l'écurie au classement, et puis pour se faire plaisir, pour essayer de prendre des victoires par-ci par-là. Il reste encore 4 Grands Prix. Le prochain, c'est sur les terres de Liberty Media, aux États-Unis, à Austin. On va voir ce que ça va donner, mais bon, vu les perfs de Verstappen et de Red Bull, ça paraît compliqué quand même qu'ils ne remportent pas ce Grand Prix. On va espérer avoir un petit peu de suspense quand même pour les batailles en course, mais bon, les gens prendront plus de risques vu que le championnat est joué de toute façon. Bref, si vous avez aimé ce résumé du Grand Prix du Japon, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour pas louper les résumés des prochains Grands Prix ainsi que toutes les autres vidéos qui vont pouvoir sortir. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, ça me fait super plaisir. On est en route vers les 100 abonnés, donc vraiment abonnez-vous et à activer la cloche si vous êtes intéressé par ce genre de vidéos et par toutes les autres vidéos qui sortiront, puisqu'on va reprendre des vidéos un peu comme je faisais auparavant, une fois que la saison sera terminée, comme j'ai fait au mois de juillet et d'août. Donc si vous voulez pas les louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur le côté, venez me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram
et Twitter. On continue de grimper, donc vraiment merci beaucoup sur TikTok, c'est incroyable ce qui se passe. J'essaie de faire de plus en plus de vidéos pour vous intéresser à la Formule 1, pour vous apprendre plein de choses, et puis tout simplement pour vous faire jouer également avec la Formule 1. Venez également sur Twitch, je kiffe faire des lives et j'espère en faire un peu plus quand j'ai le temps. J'en fais pas beaucoup parce que voilà, j'ai pas forcément le temps, mais c'est vraiment un truc qui me plaît. Moi, il me reste plus qu'à vous donner la possibilité de rester un peu plus longtemps sur la chaîne. Donc, à droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.